tous, ça a l'air de fonctionner de partout, impeccable. Très 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 bien. Nickel. On va parler aujourd'hui des 9 erreurs d'entrepreneuses, d'entrepreneurs, débutants ou pas débutants, chevronnés. Je vous attends, rejoignez-moi maintenant. Je suis trop contente de vous voir. J'attends toujours avec impatience mes lives du dimanche. C'est une occasion pour moi de vous rencontrer, d'échanger autour du sujet qui me passionne. Génial. Je vous attends. Rejoignez-moi. On va parler d'un sujet passionnant, les erreurs qu'on fait toutes et tous quand on débute en tant qu'entrepreneur et qu'on n'arrête pas de faire même après. Je vous parlerai des expériences de mes clientes, de mes collègues, de moi-même. Ça va être un bon échange. Je vous attends. Super, ça vient, ça arrive, impeccable. Comme d'habitude, je suis à la fois sur Instagram et Facebook parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de faire tout à la fois. Comme d'habitude, Instagram va fonctionner un petit peu mieux que Facebook. La liaison est bien meilleure. Bonjour aux premiers qui me rejoignent. Si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, n'hésitez pas à me faire un signe. Une petite main comme ça, un petit pouce, un bonjour, je serai ravie. C'est toujours la technique parfois qui nous embête, alors on n'est jamais très sûr que ça fonctionne bien. Alors, faites-moi un signe que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Je serai ravie, ravie de le voir. Super. J'attends un petit peu vos réactions. Alors là, je vois du monde. Bonjour Isabelle. Super. Est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tu m'entends bien? Tout est ok. Salut Laurent. Merci. Impeccable. Dans ce cas, on va démarrer. On va pas attendre plus. On va parler de sujets extrêmement passionnants parce que c'est vraiment des choses que je remarque en tant qu'entrepreneuse et en tant que coach. C'est des échanges très intéressants avec mes collègues et avec des personnes que je coach aussi. Quelles sont vraiment les erreurs que les entrepreneuses font quand ils sont en début de leur activité, ou les entrepreneurs, et les erreurs, en fait, souvent, elles se répètent malheureusement même pendant. Donc, ça sera intéressant, je pense, et pour celles et ceux qui débutent, et pour ceux et celles qui sont déjà les entrepreneurs chevronnés. Ça fera vraiment une belle piqûre de rappel. Même pour moi, quand j'ai préparé ce live, en fait, j'en ai trouvé plus que 9, mais je vais m'arrêter à 9. Et du coup, c'était vraiment une belle piqûre de rappel, même pour moi aussi. Enfin, même pour moi aussi, parce que j'en fais partie de celles qui ont fait des erreurs et qui font encore. Et ce n'est pas très grave. Donc, on va parler des 9 erreurs des entrepreneurs, des entrepreneuses débutants. Je vais essayer de d'éclairer un petit peu pourquoi ce sont des erreurs, comment ne pas le faire, qu'est-ce que ça amène, pourquoi ce sont vraiment des erreurs. Je vous donnerai mes secrets. Moi, pourquoi j'en parle, moi, en fait, c'est que je suis entrepreneuse depuis 2006. C'est mon troisième, finalement, mon troisième entreprise actuellement. Toutes les erreurs dont je vais vous parler, je les ai faites. Certaines, je pense qu'ils m'ont vraiment beaucoup embêtée. Aujourd'hui, j'essaie de ne pas les faire de nouveau. Et je pense que si je savais que c'était une sorte de piège qui m'attendait dans l'entrepreneuriat, j'aurais essayé peut-être de ne pas le faire. Enfin, en tout cas, il y a quelques messages que j'ai envie de vous passer en tant qu'entrepreneuse, plutôt en tant que collègue. Parce que là, je ne parlerai pas du tout en coach, c'est pas vraiment le propos, mais plutôt en tant qu'entrepreneuse qui a déjà plus de 10 ans finalement d'entrepreneuriat, euh, d'expérimenter. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, la première erreur que je me suis notée, alors pour dire franchement, c'est pas du tout dans l'ordre.
J'ai noté ce qui me venait vraiment à l'esprit. Donc, et peut-être qu'il y en a d'autres. Donc, je serais franchement très contente que vous réagissiez, que vous écriviez vos commentaires, vos questions, vos réactions. Est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça, c'est pas du tout l'erreur que vous auriez notée? Est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, on va discuter de tout ça même après aussi. Et donc, la première que j'avais notée, c'est regarder trop les autres. L'erreur que toutes les entrepreneuses, les entrepreneurs font au début, ou en tout cas la plupart, c'est de regarder exactement comment font les autres. Quels sont par exemple les noms de sites. Ben là, j'ai une collègue qui se pose vraiment des questions sur le nom de site et ça fait plusieurs semaines qu'elle se pose cette question et regarde tous les autres. Ah oui, les uns ils font juste nom prénom, d'autres écrivent des bons jeux de mots. Troisième parle de leur activité. Enfin, comment faire? Je regarde les autres, je regarde comment elles font, je regarde trop et finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va en parler un tout petit peu plus juste après. Pourquoi déjà on fait? Pourquoi on regarde les autres? Pourquoi on compare? Pourquoi on a vraiment cette envie de voir qu'est-ce qu'ils font les autres? Pourquoi on est aussi obnubilé? Je dirais que c'est tout simplement humain. On est des animaux humains ou des animaux en tout cas, on vit et on agit dans une société, là en l'occurrence. Et donc c'est important pour nous le regard des autres et c'est important pour nous d'être inclus dans le groupe par les autres. Donc il ne faut pas qu'on se détache trop, il faut qu'on soit dans le périmètre autorisé en quelque sorte. Ça c'est vraiment mon avis, pourquoi on regarde trop les autres. Euh, la problématique que ça pose, c'est les balancements. Quand on regarde trop les autres, on se fait plus confiance, on fait plus confiance aux autres et ce qu'ils font. Et du coup, on balance entre ce que notre intuition nous dit par rapport à nous-mêmes et ce que font les autres. Donc du coup, parfois, on prend des décisions qui ne nous concernent pas finalement et des décisions qui ne nous conviennent pas non plus. Ça, c'est vraiment les conséquences. Et en plus, ce qui vient aussi derrière, c'est parfois la procrastination. Quand il y a quand on regarde trop souvent les autres, on n'agit pas en même temps. On regarde, on fait notre tour et pendant ce temps-là, nous, on ne fait rien. Et en plus, on peut avoir notre estime de soi et confiance en soi, enfin les deux, hein, qui peuvent vraiment prendre un sacré coup parce qu'on va se rendre compte que chez les autres, ils ont plus de compétences, ils ont plus de capacités, ils sont à un autre niveau. Et comme on procrastine, on n'agit pas, notre confiance en nous baisse. Et comme en plus on pense qu'on n'est pas de la valeur, qu'on n'a pas de valeur et eux, les autres, ont plus de valeur, on a notre estime de nous qui baisse aussi. Ça, c'est des grosses conséquences. Comment faire autrement? Parce que c'est quand même important. C'est important, par exemple, de faire une étude de marché claire. C'est important de savoir qui sont nos concurrents, comment évolue le marché, qu'est-ce qui se passe autour de nous. C'est important. Mais il faut modéliser. C'est-à-dire, lui, il fait quelque chose de bien qui me plaît, qui me convient, qui me paraît intéressant. J'applique et je fais. Lui, il a fait par exemple le nom de site qui m'intéresse. Enfin, ça a l'air d'être sympa comme ça, un peu le jeu de mots. Je modélise pour moi. Lui, il fait une page internet qui me paraît intéressante. Pourquoi pas modéliser? Ah oui, telle personne, c'est des sujets qui peuvent être intéressants. Ok. Et là, il y a une masseuse, par exemple, qui fait une méthode qui m'intéresserait. Pourquoi pas modéliser? Et là, par exemple, il y a une boutique qui s'ouvre, l'enseigne, il l'a fait de telle façon. Pourquoi pas ne pas le faire de même façon? Ça, c'est de la modélisation. C'est quand on prend des bonnes choses chez les autres, on modélise sur notre expérience en fonction de nous, en fonction de nos propres talents, envies, etc. On en parlera un peu plus tard.
on modélise. Ce n'est pas la même chose que regarder comment les autres font beaucoup mieux et qu'est-ce qu'ils font et ne rien faire. Alors, je lis tout de suite un commentaire. Isabelle m'écrit exact. On regarde trop les autres. Cependant, c'est un passage obligé puisque nous sommes dans une période qui vit au milieu des réseaux sociaux. C'est vital pour une entreprise. Dur de ne pas se comparer. Oui, alors, c'est ça en fait. Le vrai challenge sur cette étape-là et dans cette erreur-là, ne pas le faire. C'est regarder les autres, pas trop, modéliser, mais pas se comparer en s'abaissant en se posant trop de questions et ça c'est super important, c'est vraiment la différence. Comment ne pas faire cette erreur, comment quand même regarder les autres, c'est ça, modéliser sans trop se poser les questions, est-ce que je suis capable, est-ce que je fais mieux, est-ce que je fais moins bien, je fais forcément différemment. Donc ça c'est important de voir la ligne qui sépare la modélisation et regarder les autres pour ne rien faire. C'est vraiment une bonne différence. Deuxième, et là je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet encore plus, parce que ça c'est quelque chose qui m'impressionne et j'avais fait cette semaine en post dessus sur Instagram, sur Facebook du coup aussi. Ce qui m'impressionne, c'est le nombre d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qui se lancent sans se connaître. Pour moi, une des erreurs tragiques parfois, c'est ne pas se connaître. C'est-à-dire ne pas connaître ses talents, ne pas connaître ses envies, ne pas connaître ses limites. Ne pas connaître ce qu'on veut en faire de notre entreprise, comment on veut qu'elle soit dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on attend de notre entreprise, comment on veut mener comment on veut organiser nos journées même. Ça va vraiment très très loin. Et ne pas se connaître, c'est une erreur qui se paye parfois cher. Par exemple, ce n'est pas une cliente, on va dire, c'est une personne avec qui j'étais en contact commercial. Une personne qui veut se lancer dans la vidéo, et je pense que j'en ai peut-être déjà parlé, qui veut se lancer dans la vidéo, mais qui ne supporte pas ça, ou en tout cas elle ne sait pas trop encore, est-ce qu'elle veut, elle veut pas, enfin c'est encore très difficile pour elle à définir. Et au lieu de voir qu'est-ce que la branche vraiment, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fera vraiment plaisir pour elle de faire, et cette personne-là, elle se focalise sur la vidéo. Vraiment, elle veut faire de la vidéo, elle ne sait pas encore si ça lui plairait, elle n'est pas sûre, elle ne sait pas encore comment faire, mais c'est la vidéo parce que c'est la vidéo. Mais elle ne se connaît pas. Elle a du mal encore à voir si ça va lui plaire. Donc ça va être très très compliqué. Pourquoi ça arrive qu'on ne se connaît pas? Pourquoi ça arrive qu'on crée notre entreprise sans vraiment se connaître? Je pense que c'est parce que d'une part, on a peur de se connaître vraiment. On a peur de creuser, c'est trop profond, c'est difficile, on n'a pas toutes les réponses à portée de main, on ne peut pas apprendre ça à une formation par exemple. Et la deuxième chose, c'est qu'on veut aller vite. On ne veut pas perdre notre temps à essayer de comprendre qu'est-ce qui sera bien pour nous. Qu'est-ce que réellement on a envie, quelle est notre zone de génie. On n'a pas envie de creuser jusque-là en fait. On se dit j'ai une idée et finalement je vais franco, je vais créer mon entreprise et je vais me lancer. Mais en fait on n'a pas forcément encore les réponses du socle qui devrait être socle de notre entreprise. Pour moi, ce sont des valeurs, par exemple, et j'en ai parlé dans mes posts. Les valeurs, c'est extrêmement important de savoir quelles sont nos valeurs pour créer notre entreprise. Comment? Parce que c'est vraiment la colonne vertébrale, c'est la boussole de notre vie privée et notre vie professionnelle. Donc sans connaître, sans savoir quelles sont nos valeurs, c'est quasiment impossible de créer une société prospère et alignée. Enfin, c'est impossible. C'est vraiment le socle, la base. Sans connaître ses talents, on ne sait pas dans quoi on peut aller facilement.
sans savoir ce qui nous fait plaisir, c'est pareil, c'est quelque chose qui nous empêchera peut-être de kiffer dans notre entreprise. Donc du coup, l'erreur, finalement, les conséquences de cette erreur, c'est, et de un, le flou. Comme on ne sait pas qui on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment, c'est vraiment le flou général. On peut se tromper aussi gravement de chemin. Si par exemple on veut créer une entreprise, on fait une formation, imaginons, et j'ai un exemple concret récent, on fait une formation chère. La formation dit tu vas en 3 mois lancer ton business, alors comment c'était, ton business en ligne qui t'apportera 5 000 € mensuels facilement. D'accord? La personne se rend compte, en fait, au bout d'un mois, même avant, que finalement, créer le business en ligne, ça ne l'intéresse pas. C'est pas quelque chose qu'il branche. C'est pas quelque chose qu'il a envie de faire. C'est une personne qui fait art-thérapie, de l'art-thérapie. Et donc, en fait, finalement, elle, ce qui l'intéresse, c'est d'animer des ateliers, c'est d'avoir des personnes en direct. Et ça ne l'intéresse pas du tout de créer une formation en ligne. Donc, ça, si elle avait creusé peut-être un peu plus réellement les envies qu'elle a, qu'est-ce qu'elle attend de son business, elle n'aurait jamais investi, il y a plus de 1 000 € d'investissement dans cette formation. Donc, en plus, du coup, donc on peut se tromper de chemin, ça peut nous coûter cher. Hein. Voilà, ça c'est aussi une conséquence. Et c'est pas que des formations, ça peut être une conséquence de création d'un site qu'on délègue et qui finalement n'est pas aligné avec nos envies. Ça peut être l'argent perdu parce qu'on perd aussi beaucoup trop de temps à aller sur un chemin et pas sur un autre, hein, sur un chemin qui n'est finalement pas aligné avec nous. Donc pour moi, ne pas se connaître, c'est vraiment l'erreur qui finalement se paye très très cher tout au long de l'entreprise. Et à un moment donné, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes, vous allez voir et vous avez vu sur Internet, qui propose un business aligné, enfin qui propose vous apprendre à créer un business aligné. Pourquoi? Parce que je pense que c'est pas seulement l'erreur des débutantes, c'est l'erreur déjà des personnes qui se rendent compte bien avancé sur le chemin, au bout d'un an, 2 ans de l'entreprise, que finalement leur business n'est pas aligné. Il n'est pas en accord avec ce qu'ils voudraient. Et donc, ils essaient de se raligner. Et puis, ça fonctionne, hein. Évidemment, c'est quelque chose qui est très important. Évidemment, il y a des secrets. Pour moi, mon secret à moi, pour ne pas justement se tromper de chemin et creuser en soi avant de créer quoi que ce soit, c'est mon journal. Je note beaucoup de choses depuis des années. Donc en fait, je sais exactement ce que j'aime, je sais quelles sont mes valeurs, je les nourris tous les jours. Quels sont mes talents, je l'ai compris en expérimentant. Et je sais du coup aujourd'hui quelle est la voie que je veux donner à mon entreprise. Il faut dire que je me suis trompée pas mal aussi. Et je peux pas dire que il y a 15 ans, en 2006, quand je vais créer ma boîte, je savais exactement quelle était la vision, quelle était la mission, quels étaient mes talents. Je les connaissais pas forcément toutes. Et donc, en fait, c'est au fur et à mesure, je dirais aussi, qu'on apprend qui on est finalement. Et ça, c'est extrêmement important. Et dans tous les coachings, dans tous les programmes que moi je propose, dans les coach groups, les valeurs, les talents, la mission, ce sont vraiment les clés qu'on aborde dans tous les cas de figure, quel que soit le thème, quel que soit le sujet, que ça soit passer à l'action, que ça soit créer un business aligné, que ça soit se mettre en avant, quel que soit le thème, quel que soit le sujet, c'est d'abord de soi qu'on va partir comme un fondement, comme socle de toute construction en fait. Finalement, c'est la brique numéro 1. Alors, je vais tourner ma page parce que j'en ai écrit quand même beaucoup. Hein, finalement, en préparant, je me suis rendu compte que c'était extrêmement, encore une fois, intéressant et mes écrits, je les garde
parce que ça peut être très intéressant de voir quelles est les différences entre ma vision d'aujourd'hui et peut-être de demain. Ça aussi, ça fait partie de mon journal. Alors, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous vous reconnaissez dans les erreurs là qu'on a évoquées? La première erreur, c'était regarder trop les autres. J'ai compris qu'Isabelle peut-être s'est un peu reconnue, mais moi je me reconnais facilement en fait. Deuxième, ne pas se connaître. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous avez fait cette erreur? Est-ce que vous le faites de temps en temps? Est-ce que c'est pas du tout l'erreur qui vous est que vous faites? Peut-être que pas du tout. Peut-être que moi je suis seule à la faire. C'est sûr que je parle de l'expérience personnelle et je dirais, de ce que je vois autour de moi, parmi mes collègues, mes clients, mes prospects, discussions. Hein, c'est vrai dans les deux cas. Bon, je ne me trompe pas trop. Enfin, en tout cas, merci, je suis pas seule à avoir fait ces erreurs ou faire ces erreurs. Je suis ravie. Ça me reconforte. Je me sens beaucoup moins seule. C'est génial. Merci. On va aller sur le troisième erreur. Pour moi, la troisième erreur que j'ai pas faite dans mon 13e entreprise, bravo à moi, c'est faire trop de formation avant de créer son entreprise. Quand je dis trop de formation, je ne parle pas de formation de base de création d'entreprise de la chambre de commerce qui dure 2 semaines. Je parle des formations. Merci Isabelle. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un coach pour nous éclairer. Merci beaucoup Isabelle. T'es vraiment très, très, très sympa. Ton commentaire. Je disais, les formations. Trop de formations, c'est vraiment, c'est ce que je vois aujourd'hui autour de moi. Les personnes, les créatrices d'entreprises, au lieu de faire une formation à la création, elles essaient de faire une multitude de formations dans toutes sortes de domaines parce qu'elles pensent que ça va leur être utile. C'est-à-dire, la plupart du temps, sans encore commencer leur entreprise, sans avoir vu le premier client ou première cliente, sans avoir gagné le premier sou, et se lancent et investissent dans énormément de formations. J'ai une connaissance, une collègue sur Orléans qui fait partie de même groupe Femmes des Territoires que moi. Elle est à sa 4e formation. Elle n'a pas encore fait sa déclaration d'auto-entreprise. Elle écume les formations, elle investit, c'est bien, mais en fait, en même temps, il y a quand même des conséquences, et des conséquences pour moi importantes. Alors pourquoi on fait cette erreur-là? Pourquoi on essaie de faire un maximum de formations avant de se lancer? Pour moi, la réponse est simple. C'est notre critique intérieure et notre peur, enfin notre syndrome de l'imposteur, notre peur de ne pas être légitime, notre peur de ne pas pouvoir trouver les clients si on n'a pas les méthodes qui vont bien, si on n'a pas les connaissances je sais pas moi, en gestion de l'entreprise, si on n'a pas les connaissances en technique de vente, si on n'a pas les connaissances en massage comme ci, comme ça, et troisième. On a peur de ne pas être légitime, on a peur de ne pas trouver le client, on essaie de se rassurer, on se dit, en ayant le plus possible de formation, je serai armée pour pouvoir créer mon entreprise et pour le mener à bien. Pourquoi c'est une erreur? Enfin, pour moi, pourquoi c'est une erreur? Parce qu'en fait, avant de se lancer dans son entreprise, je parle bien multiples formations avant de se lancer, on ne sait pas exactement quels seront nos besoins. On ne sait pas exactement, avant d'expérimenter, quelles seront nos envies, quels seront les besoins de nos clientes, vers quoi on voudrait s'orienter peut-être au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois. Et on essaie en fait de faire une sorte de... on essaie de pallier aux peurs de ne pas avoir de clients, aux peurs de ne pas être légitime, etc. Mais en fait, finalement, peut-être que les formations qu'on fait
avant de se lancer et ils ne seront d'aucune utilité. Du coup, on investit l'argent et on investit surtout du temps. Parce que la plupart du temps, ce que je vois, c'est que les personnes qui font les formations avant de se lancer, elles attendent de finir leur formation pour se lancer. Ils perdent énormément de temps. À ma troisième entreprise là aujourd'hui, je n'ai pas fait cette erreur. Je me suis lancée en même temps que les formations. Mais c'est vrai que c'est ce que je vois souvent. Moi, je dirais que le secret, en tout cas pour moi, c'est de faire les formations tout le long. De ne pas avoir peur de se lancer dans les formations tout en étant déjà entrepreneuse, en fonction de nos besoins. Si besoin se fait sentir de refaire une formation commerciale, pourquoi pas? Si on sent qu'il nous manque des compétences en création de site internet, pourquoi pas? S'il nous manque des compétences en gestion de clientèle quand on est thérapeute, pourquoi pas? Mais avant de se lancer, on ne le sait pas en fait finalement. Et on répond plus à nos peurs qu'aux vrais besoins. Alors, qu'est-ce que vous en dites de ça, de cette erreur-là, que moi j'ai fait j'ai fait vraiment un mort en le 2006. J'ai fait une formation en gestion, en juridique, en comptabilité, en création d'entreprise bien sûr, en études de marché. Et en plus, tout ça, je l'ai fait en plus de mon DESS de marketing communication. Donc en fait, une multitude de formations, j'ai bien un an pour faire toutes ces formations avant de me lancer. Alors je regarde les commentaires. Laurent qui écrit, pas eu ces deux erreurs, je suis dans mes valeurs, j'ai fait trop de formations dans trop de voies. Alors, ah oui, ça c'est donc si je comprends bien, les deux premières erreurs, pas fait. Donc, et en revanche, les troisièmes, un peu trop de formation dans trop de voix. Peut-être c'est pas une erreur, parce que Laurent, si je comprends bien, toi, tu es déjà entrepreneur depuis de longues années. T'es pas un débutant. Donc, c'est peut-être pas forcément. Ah, sur Facebook, ça ne fonctionne pas. Ah, je suis revenue. Alors, peut-être que pour toi, Laurent, c'est pas forcément le troisième n'est pas l'erreur, dans le sens où tu sais où tu veux aller et du coup tu fais des formations. C'est plutôt ce qui peut être intéressant. Pour moi, c'est intéressant de le faire le long ou pendant, en fait. Qu'est-ce que vous en dites les autres? Est-ce que c'est quelque chose, les formations avant, est-ce que vous voyez cette erreur parmi vos collègues, peut-être? Est-ce que vous avez fait cette erreur? Moi aujourd'hui, c'est vrai que j'anime par exemple le groupe Femmes des Territoires sur Orléans. Et parmi les personnes qui se lancent, il y en a plusieurs qui font les formations après des formations. Enfin, ils sont en deuxième, troisième, quatrième formation à la suite pour pouvoir pallier à toute erreur, à tout manque de légitimité, tout peur finalement de se lancer en se disant oui, oui, je vais avoir tous les outils, je vais tout avoir. Alors Isabelle écrit, les formations dont un sentiment de légitimité, les diplômes accrochés rassurent pour les thérapeutes et les clients. Alors, très franchement, les thérapeutes, certainement, pour nous, certainement. C'est-à-dire, on pense qu'on est plus légitime si on peut accrocher un diplôme sur le mur. Mais, par exemple, quand on cherche nos clients sur les réseaux sociaux, on ne manifeste, enfin, on ne montre pas nos diplômes. Et pourtant, on trouve des clients. Je n'ai jamais demandé le diplôme de formation à des thérapeutes qui m'ont reçu, que ce soit des masseurs, que ce soit des... bon, après, il y a des professions qui sont réglementées, comme kiné, donc c'est pas la peine de demander le diplôme, ils l'ont. Mais par exemple, tout ce qui est hypnose, là je viens de faire par exemple une séance, c'était... alors comment ça s'appelle exactement la méthode détachement émotionnel express. Je n'ai pas demandé de diplôme parce que je considère que la personne, si elle exerce ça, c'est qu'elle est compétente. Ça passe au niveau d'échange, au niveau de confiance aussi en la personne.
Est-ce que le diplôme, franchement, je ne sais pas si vous avez fait comme moi les universités, par exemple, les facs, qu'est-ce que vaut un diplôme d'une faculté de lettres ou n'importe quelle autre faculté en France? Rien. On sait très bien que c'est finalement enfin, un papier plus ou moins important, mais ça ne vaut rien au niveau compétences. C'est l'expérience qui donne les compétences finalement. Donc, bon, pour moi personnellement, jamais j'ai demandé des diplômes à des thérapeutes chez qui je viens. Alors, Isabelle m'écrit, moi non plus, je ne demande pas, mais c'est souvent là qu'on voit les diplômes affichés au mur. Oui, bon, c'est pour assurer. D'accord. Bah, effectivement, c'est une des raisons pourquoi on fait des formations, pour afficher finalement un diplôme. Mais est-ce que réellement ça vaut le temps qu'on y passe? Est-ce que ça vaut réellement? Il y a des formations évidemment qu'on est obligé de faire. Si par exemple je veux être art thérapeute et que je ne suis pas du tout dans art thérapie, je vais faire une formation d'art thérapie parce que sinon, comment on peut être un bon spécialiste sans avoir fait la formation dans le domaine? Si je suis coach, je fais une formation en coaching, une longue formation, pas une formation en ligne de 2 mois qui aujourd'hui sont hyper courantes. Non, c'est une formation de 9 mois avec une certification, mémoire, les co-coaching, les 10 contrats, etc., etc. Donc c'est une vraie grosse formation parce que c'est le domaine dans lequel j'exerce. Mais je ne vais pas, par exemple, rajouter des formations en début de mon parcours sans savoir où je vais. C'est ça en fait. L'erreur n'est pas faire de formation. C'est pas ça. Pour moi, l'erreur, c'est de le faire avant de savoir dans quoi le faire. C'est-à-dire avant de se lancer. Là, on parle plus des entrepreneuses débutantes. C'est vrai que, au contraire, faire les formations tout le long, pour moi, c'est un secret de réussite. De ne jamais s'arrêter, de faire des formations tout le long de notre parcours d'entrepreneuse, c'est pour moi une façon de rester dans le courant. C'est pour moi une obligation en tant que coach, par exemple. C'est une obligation pour moi de faire des formations, de me tenir à niveau, des méthodes, des possibilités, etc. Donc ça, c'est vraiment autre chose, hein. Faire les formations tout le long, c'est une obligation et c'est nécessaire, c'est un secret au contraire d'une boîte prospère et d'une activité qui a des clients où il y a quelque chose qui se passe, qui bouge et puis en plus ça permet à la personne, à l'entrepreneuse elle-même d'évoluer en fonction de ses envies, en fonction de là où elle trouve l'intérêt ou peut-être les besoins de clients, etc. Donc au contraire, faire les formations tout le long, pour moi, c'est nécessaire, c'est important. C'est les faire avant de se lancer qui pour moi est une erreur. En tout cas, faire trop de formations qui pour moi est une erreur. Bah, je pense que pour cette erreur-là, la troisième, j'ai tout dit. Aïe aïe aïe, on est à 18h30 et je suis à troisième erreur. Ouh, bon, je vais essayer d'accélérer. La quatrième erreur pour moi, c'est de dépenser toute son énergie au lancement. Pourquoi on fait cette erreur? Parce qu'on est trop motivé, parce qu'on est enthousiaste, parce qu'on a envie de créer notre boîte, parce qu'on a une idée qui vient. On est vraiment au top de notre énergie généralement quand on se lance. On a tout qui converge, on a réfléchi, on veut. Enfin, c'est vraiment au niveau énergétique, on est sur le haut de la vague quand on crée notre entreprise, la plupart du temps. Et du coup, on dépense toute cette énergie-là en fait en se disant voilà, je vais lancer et après tout ira bien. Donc du coup, je me mets à travailler beaucoup, je me mets à faire justement des formations, je me force à faire des choses qui peut-être débordent parfois au niveau du temps, je dépense toute cette énergie au lancement et qu'est-ce qui se passe en fait la plupart du temps? C'est qu'au bout d'un certain temps, très rapidement généralement, l'énergie baisse. Pourquoi donc du coup c'est une erreur? Parce que on n'imagine pas qu'une entreprise, c'est finalement un marathon, hein, plus qu'un sprint. Ce n'est pas le lancement qui est finalement important, c'est ce qui arrive après le lancement. Le lancement, c'est facile, surtout aujourd'hui, par exemple, en tant qu'entrepreneuse,
Ça ne demande pas de grands... il suffit de s'inscrire en tant qu'entrepreneur et ça y est, on est lancé en quelque sorte. C'est après que les difficultés arrivent, c'est après qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à trouver des clients, c'est après qu'on se rend compte qu'on nous demande trop d'argent au niveau des charges sociales, on ne sait pas comment s'en sortir. C'est après qu'on se rend compte qu'il y a des problématiques, par exemple, de l'égalité. Il peut en avoir tout un tas de problématiques. Donc en fait, l'énergie, on en a besoin tout le long et beaucoup plus tout le long qu'au début finalement. Qu'est-ce que, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences d'avoir dépensé trop d'énergie au début? On en manque. On commence à procrastiner. On commence à ne plus croire en soi. Or, c'est tout simplement un ralentissement dû à un manque d'énergie. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui avance. On peut arriver jusqu'au burn-out. Je connais une entrepreneuse dans mon entourage proche qui est arrivée au burn-out au bout d'un an de son entreprise. C'est-à-dire, en fait, en une année, elle a mis toute son énergie et elle n'a pas pu émotionnellement continuer. C'est pas que l'entreprise avait des difficultés, c'est que émotionnellement, elle tenait plus le coup. Combien d'entreprises se ferment au bout de 6 mois, un an? Une multitude, je ne dirais pas les chiffres, mais une multitude. Combien d'entreprises se ferment avant 3 ans? 70%. En tout cas, en ce qui concerne les autres entrepreneurs. Pourquoi? Une des erreurs pour moi, c'est qu'ils n'ont pas réussi à étaler cette énergie, de se dire ça va être un long chemin. Donc j'ai besoin de mon énergie dispatchée bien entre les étapes et non pas tout donner au début et ensuite essayer de se dire tout ira bien. Mais non, en fait ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que un des sujets d'ailleurs qui vient de ressortir, j'avais posé cette question, j'avais posé une question cette semaine dans une story, quels sont les sujets qui vous intéressent? Et une des questions dans les 3 qui m'ont été soumises, c'était les questions d'énergie. Je n'ai plus d'énergie. Effectivement, c'est une question qui revient très souvent et la semaine prochaine, on va en parler sur mon compte. Je vais vraiment travailler sur cette question d'énergie. Je vais essayer de vous donner un maximum d'informations et des outils pratiques, l'expérience aussi que j'ai en question d'énergie. J'ai creusé pas mal sur cette question-là parce que moi j'ai une énergie très fluctuante personnellement. Donc j'ai vraiment essayé de comprendre ce qui se passe. Et dans mes programmes aussi, ceux que je suis en train de mettre en place pour les entrepreneuses, la question d'énergie, c'est comme une question de valeur, de mission. Ce sont des questions existentielles, ce sont des questions hyper importantes et il est extrêmement pour moi important de comprendre comment fonctionne l'énergie de chacune et comment mettre en place des pratiques, des routines concrètes au quotidien pour que cette énergie soit, si pas stable, au moins utilisable à bon escient. D'ailleurs, je pense à quelque chose. Si la question de l'énergie vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en message privé pour faire un diagnostic gratuit par téléphone de votre état d'énergie et qu'est-ce qu'on peut faire pour remonter, parce que très franchement c'est un des sujets où je pense je peux vous apporter quelque chose d'intéressant, en tout cas avec ma pratique de coach et d'entrepreneuse. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Question d'énergie, est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez cette problématique d'énergie fluctuante? Est-ce que vous avez cette problématique de baisse d'énergie au bout de, je ne sais pas moi, 3 mois après le lancement? Est-ce que vous avez parfois cette impression qu'il n'y a rien qui peut vous lever du canapé parce que plus d'énergie? Je voudrais bien et je sais exactement quoi faire, mais je n'ai plus d'énergie pour le faire. L'énergie, pour moi, c'est vraiment... la valeur, c'est une base, c'est une boussole de l'entreprise. L'énergie, c'est le gasoil. On turbine à l'énergie. Sans ça, aucune fusée ne peut décoller, notre entreprise non plus. Donc c'est vraiment existentiel et essentiel
pour toute entrepreneuse, entrepreneur, et en général pour les gens, mais enfin, il y en a beaucoup qui n'y pensent pas. Mais nous, on est notre outil propre, donc nous, on doit penser à notre énergie, comment peut fonctionner notre entreprise, si nous-mêmes, l'outil de l'entreprise, manquons de l'énergie. Alors Isabelle m'écrit, oui, c'est très fluctuant. Ah oui, oui. Bon, en plus chez les femmes, alors si vous êtes une dame, bon Isabelle et puis d'autres, là malheureusement je ne vois pas d'autres personnes, comme il n'y a pas de commentaires, je ne sais pas qui est connecté. Si vous êtes une femme, n'hésitez pas à aller sur mon canal YouTube, Moi et Heureuse. J'avais enregistré une vidéo qui parle de l'énergie féminine. C'est extrêmement intéressant. C'est intéressant de savoir que l'énergie féminine, elle est cyclique, elle n'est pas linéaire. Et c'est important de s'en rendre compte. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Je ne sais plus si c'est une vidéo courte ou si c'était un live enregistré, mais c'est sûr que c'est sur mon canal YouTube. Ça doit être Secret de l'énergie féminine, je pense. Je l'ai appelé comme ça. On passe au cinquième, il est 18h40, je vais essayer encore d'accélérer, mais c'est vraiment un sujet visiblement très passionnant pour moi. J'espère que c'est utile pour vous. La cinquième erreur pour moi, c'est l'erreur que moi j'ai fait beaucoup. Ne pas oser poser des questions. Ne pas oser poser des questions à toutes les personnes qui vous entourent, entrepreneurs, pas entrepreneurs, pendant les formations, en live. Là, par exemple, le live qui est là, c'est intéressant parce que, par exemple, moi, je suis entrepreneuse depuis 2006. Peut-être je pourrais répondre à certaines questions qui vous taraudent. Ne pas poser les questions aux collègues qui savent. Ne pas poser les questions dans les groupes d'échange. C'est pour moi une erreur d'entrepreneuse débutante. Pourquoi ça peut nous arriver de ne pas poser des questions? Je pense qu'on a peur de paraître bête. On a peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser si je pose une question stupide? On veut être peut-être parfaite. Pour ceux qui sont dans les drivers, je suis fort ou je suis parfaite, enfin je suis forte ou je suis parfaite, c'est sûr que ça pose problème pour justement oser poser les questions. C'est quelque chose que moi j'osais beaucoup moins il y a des années, que j'ose beaucoup plus aujourd'hui. C'est pas forcément mon fort de poser des questions parce que je suis autodidacte et j'aime ça. Ça correspond à d'autres valeurs. J'aime bien creuser moi-même, chercher. Ça, c'est une autre vision des choses. Mais ne pas poser des questions quand la question vient à une bonne personne, pour moi, c'est une erreur. On manque de l'information. Les conséquences, c'est que voilà, on va manquer des informations peut-être importantes qu'on n'aurait pas trouvées dans les livres, parce que ça va être des informations qui sont issues d'expériences. Ces informations-là sont beaucoup plus intéressantes que des informations un peu théoriques. On va perdre du temps à chercher. Sauf si vous comme moi vous avez cette valeur d'apprentissage et de curiosité qui est tellement forte que moi personnellement j'adore chercher moi-même, de trouver les vidéos YouTube, mais effectivement si je veux aller plus loin j'ose maintenant à poser des questions aux personnes qui détiennent les connaissances. Quel est pour moi le secret que je peux vous partager pour faire plus facilement, pour poser plus facilement les questions? En fait, ne pas les poser forcément aux experts qui sont vraiment à un niveau beaucoup trop élevé par rapport à votre niveau. En tout cas, c'est mon secret à moi. Posez les questions aux personnes qui sont un pas devant vous. Juste un pas. C'est-à-dire, ils venaient de faire quelque chose que vous voudriez savoir faire. Exemple. Quel exemple je peux donner dernièrement? Création de site internet, par exemple. J'ai une collègue à moi qui a cherché les informations sur comment créer des sites internet. Je venais de le faire moi-même sur WordPress. Elle m'a posé la question et j'ai avec plaisir échangé avec elle, expliquant tout ce que je savais et comment faire. Pourquoi c'est facile? Parce que je ne suis pas du tout experte, hein, donc je ne vais pas prendre une grosse tête et du coup je vais répondre aussi à son niveau. Niveau débutant avancé un peu, quoi. Débutant qui vient de passer l'étape. Donc pour moi le secret c'est de poser les questions
qui sont importants pour vous. Bonjour à ceux qui me rejoignent. Poser les questions à des personnes qui sont juste un step devant vous, juste un tout petit peu. Ça peut vraiment décoincer les problématiques si vous êtes dans je suis parfaite ou je suis forte. Pour moi, une des raisons pourquoi je fais les ateliers, par exemple, d'échange de femmes des territoires sur Orléans, c'est justement l'échange d'expériences entre les personnes qui sont pas expertes en quelque chose, mais qui peuvent se propulser d'un pas dans différents domaines. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez cette problématique de poser des questions? Poser trop de questions, vous? Ou est-ce que vous en posez pas assez? Est-ce que vous osez poser les questions? Je ne sais pas. C'est vrai que moi, c'était un gros souci pour vous dire la vérité. Quand je suis arrivée en France, j'avais même peur de poser la question pour trouver mon chemin. C'était une grosse bagarre avec moi-même parce que moi, bon, les drivers soient fortes et soient parfaites, ce sont mes drivers à moi. Donc poser la question du chemin, pour moi, c'était quelque chose de difficile. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Aujourd'hui, je peux effectivement appeler, poser des questions aux impôts, poser des questions aux personnes compétentes, mais ça m'a demandé 15 ans de travail. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une erreur de ne pas les poser quand on a besoin des réponses. Bon, bah, si vous avez des commentaires par rapport à ça, n'hésitez pas, les commentaires, hein, je les lis, ça m'intéresse beaucoup de savoir votre avis sur la question. Est-ce que vous faites ces erreurs-là? Est-ce que c'est mes erreurs à moi? Et donc peut-être que je vous partage quelque chose qui ne parle qu'à moi. Ça sera vraiment intéressant pour moi. Hein, Facebook, je l'ai un peu perdu. J'attends un petit instant. Voilà, j'ai retrouvé Facebook. Alors la sixième, pour moi, erreur, et là c'est, je dirais, 100% des entrepreneuses débutantes, non peut-être pas 100%, j'exagère, mais beaucoup d'entrepreneuses débutantes font cette erreur et en fait c'est l'erreur peut-être qu'on fait tout le long finalement de notre entreprise, mais surtout quand on débute, c'est se poser trop de questions. Se poser trop de questions avant d'essayer. Et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Et si je fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Et comment c'est le mieux? Et comment c'est le pire? Et qu'est-ce que vont penser mes collègues? Et qu'est-ce que vont penser le client? Et si la couleur n'est pas la bonne? Et si je fais pas cette formation? Et si. Et ça, ce genre de questions, de questionnement, c'est une erreur courante. Pourquoi on fait cette erreur? C'est notre peur d'inconnu qui nous taraude. La peur d'inconnu, c'est une des plus grandes peurs de tout humain et entrepreneur en particulier. Donc on voudrait se prémunir en fait de tout un tas de problématiques qui puissent arriver et on se pose énormément de questions sur des choses qui n'ont pas encore eu lieu. Pourquoi c'est une erreur? Pourquoi c'est une erreur? Et ben parce que on n'avance pas. La grande conséquence de cette problématique, de se poser trop de questions, ah, oulala, oui, Isabelle qui écrit plein de questionnements. Oui, en fait, c'est une grosse problématique pendant qu'on se pose toutes ces questions-là. Pendant qu'on ne dort pas, on perd l'énergie. Pendant qu'on se pose toutes ces questions-là, on n'agit pas. Ce qui fait comme conséquence le stress, le manque d'énergie, la procrastination, la baisse en confiance en soi et j'en passe. Donc très clairement, se poser toutes ces questions-là, c'est vraiment une erreur et pas que de débutants. On est, je pense, les femmes peut-être plus sujettes à ruminer, à ressasser des questionnements ici, ici. Et souvent, c'est vraiment un questionnement ici. Et si, donc en fait, c'est quelque chose soit les choix qu'on n'arrive pas à faire, et on prévoit déjà les conséquences de nos choix, sans avoir encore la preuve de ce qui se passe.
Alors Laurent m'écrit, on veut faire trop bien et on planifie toutes les possibilités. Voilà, c'est ça, exactement. Mais sauf que on ne peut pas savoir ce qui va nous arriver exactement. Donc en planifiant toutes les possibilités, ben, finalement, on se pose ces questions-là, on se stresse aussi parce on entrevoit les problèmes devant nous, mais on ne les a pas encore, ces problèmes-là. Pour moi, vraiment, le secret, et je ne dis pas que j'y arrive, c'est vraiment ce que j'essaie de faire moi personnellement, parce que moi aussi, plus étant zèbre, ma cervelle n'arrête jamais. Donc les questions, je m'en pose beaucoup et tout le temps. Parfois, je me dis, je décide et j'y vais. Je décide que je teste ça, enfin j'essaye, je, et si je prends une des solutions parmi les multiples, celle qui me paraît le mieux, celle que le cœur me dit intuitivement, et j'y vais. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'en fait, j'amène aussi toutes ces formations et tous les coach group, par exemple, que j'anime. C'est en essayant d'amener en fait au minimum la réflexion sur quelque chose, sur une des solutions qui nous paraît le plus proche, ce qui nous paraît le plus logique dans notre logique actuelle. Quelque chose de plus facile, quelque chose qui est le plus rapide à faire, quelque chose qui sera simple et qui nous fera plaisir à faire. Ça, c'est vraiment une logique qui permet de ne pas ressasser éternellement et si. Voilà, je dirais que pour cette erreur-là, c'est une des vraiment importantes, hein. C'est une erreur qui... bah, je n'ai pas l'impression que ça... Il y a des personnes qui évitent cette erreur-là. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, plein de questionnements. Oui, oui. Alors, Isabelle m'avait écrit, oui, vidéo très intéressante. Ah oui, c'est peut-être à propos de vidéo de l'énergie. Super Isabelle, si tu l'as vu, je pense que ça peut être important de le savoir. Oui, 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 oui. Se poser trop de questions. Se poser trop de questions, ça nous pourrit la vie de l'entrepreneuse. C'est pour ça aussi que j'essaie de... Enfin, j'essaye, je me nomme coach d'action et pour moi, c'est vraiment un des secrets, une des façons d'entreprendre, c'est ne pas ressasser, ne pas réfléchir, mais à un moment donné, passer le step et agir, y aller quoi. On y va plus loin, on continue. La septième erreur pour moi, c'est ne pas avoir les objectifs clairs. Ne pas avoir les objectifs clairs quand on se lance dans notre entreprise à court terme, à moyen terme et à long terme. Quand je me suis lancée dans mon entreprise en 2006, le seul objectif que je me suis fixé, c'est de créer, à l'époque, c'était donc j'ai créé une boutique pour un enfant, pour les parents, avec une partie occasion neuf, etc. Donc pour moi, l'objectif était de créer une boutique qui aidera les parents, etc. Chiffre d'affaires, je l'avais, effectivement. Globalement, la vision de comment j'allais construire ça, je l'avais. J'avais peut-être une vision floue en 3 ans et une vision extrêmement floue dans 10 ans. Ce n'était pas du tout les objectifs clairs, smart. C'était des visions, à peu près quelque chose d'assez nébuleux finalement. Et d'ailleurs, comme j'avais pas les objectifs clairs à ce moment-là, j'ai créé mon entreprise en société, en SARL, avec la TVA, etc. Enfin, parce que je voyais grand, c'était pas très clair, mais c'était grand. Et du coup, je pense aujourd'hui, avec du recul, que j'aurais pu faire autrement et peut-être économiser un petit peu d'argent et du temps aussi après dans tout ce qui est administratif en faisant quelque chose peut-être de plus petit. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les objectifs clairs, c'est quelque chose que vous avez dans vos débuts d'entrepreneuriat? Est-ce que vous arrivez à vous fixer les objectifs à court terme,
à moyen terme, à long terme, qui sera sous forme de je veux faire telle chose ou avoir telle chose ou obtenir telle chose ou apprendre telle chose pour telle date. Parce que pour moi, un objectif clair, c'est quelque chose qui a une finalité temporelle, qui peut être chiffré, qui peut être en tout cas chiffré ou validé par des critères. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? J'en vois très peu de personnes qui arrivent en coaching qui savent tout simplement fixer des objectifs. C'est-à-dire, ça, on ne nous apprend malheureusement pas à l'école, or on devrait. Fixer un objectif pour la vie, même perso, pour ses projets perso, c'est quelque chose pour moi d'essentiel. Sinon, on avance sans vraiment le cap. L'objectif, c'est un cap qu'on se donne. Sans ce cap-là, en fait, on navigue finalement un petit peu au vent. Quelles sont les conséquences justement de ne pas avoir des objectifs clairs? Pour moi, c'est le manque de focus. On se disperse. Puisqu'on ne sait pas, on voit trop. Si je dis créer mon entreprise, c'est un objectif. Ok, et après? Ok, j'ai créé. C'est-à-dire, j'ai noté que je suis, voilà, mon sirène, mon sirette. Et puis, on fait quoi après? Donc, manque de focus. La démotivation. Pourquoi la démotivation est une conséquence de manque d'objectifs clairs? Parce qu'on n'a aucun moyen de vérifier si on atteint ou pas des caps qu'on s'est donnés. Si l'objectif n'est pas clair, si on n'est pas dit, par exemple, mon objectif court terme pour un mois, c'est de, qu'est-ce que je peux donner, ouvrir un cabinet d'art-thérapie, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient aujourd'hui, un cabinet d'art-thérapeute dans ma ville. Ok, pour telle date. Ça, c'est un objectif clair. Si l'objectif est lancer mon activité d'art-thérapeute, c'est un objectif pas clair. Ça veut dire quoi lancer exactement? Est-ce que ouvrir un cabinet ou en tout cas signer un bail, c'est lancer? Est-ce que c'est plutôt quand je donne, enfin quand j'ai mon sirène, mon sirette? Est-ce que c'est quand j'ai mes premiers clients? C'est quoi vraiment lancer? Et du coup, on perd en fait confiance en nous parce qu'on ne sait pas vraiment si on atteint cet objectif ou pas. L'objectif n'étant pas clair, on ne sait pas si on y est ou on n'y est pas. Dans cet exemple concret, en fait, pour moi, c'est quelque chose d'assez courant. C'est comme on n'a pas l'objectif clair, on n'a pas les critères. Est-ce qu'on l'attend ou pas, cet objectif-là? Je vais bouger juste un peu. Et du coup, en fait, on ne sait pas si on avance. Et on a l'impression qu'on n'avance pas parce qu'on a notre critique intérieure qui nous dit bah, t'as dit de lancer l'activité, mais tu ne le lances toujours pas. Or, peut-être que la personne a déjà son cabinet, peut-être que la personne, elle a déjà lancé son site, peut-être que la personne, elle a déjà le premier client, mais pour elle, elle n'est pas encore immatriculée, peut-être, ou au contraire, hein, ça peut être dans l'autre sens. Et du coup, pour elle, elle n'est pas encore lancé son activité. Je ne sais pas si vous voyez où je veux venir. Pour moi, en fait, un objectif clair, c'est quelque chose qui nous permet aussi de mesurer nos succès tout le long de notre entreprise. Et surtout au début, on a besoin de mesurer est-ce qu'on avance, oui ou non, dans le bon sens. Mon secret, bah, c'est simple et tout, si vous êtes en contact avec moi, en coaching ou en mini-groupe, en coach groupe ou en formation ou en atelier, mon secret, c'est les petits pas. L'objectif SMART, évidemment. Et ensuite, les petits pas. C'est-à-dire bien découper l'objectif en sous-objectifs très concrets aussi, avec les dates. Et du coup, avancer pas à pas. Et du coup, on peut dire, oui, voilà, mon objectif, il a 10 pas. L'objectif, il est concret, il est daté. Dans les pas que j'ai notés, le premier, je l'ai fait. Le deuxième, je le fais. Le troisième, je le fais. Ça permet de fêter ça. Ça permet de voir qu'on avance. Ça permet de voir qu'on avance vers notre objectif. Et on peut savoir si l'objectif est atteint, oui ou non, très concrètement, très factuellement. Puisqu'on a concrètement l'objectif et on a concrètement la date à laquelle il doit être atteint. Après, c'est très flexible. On peut tout à fait refaire les objectifs. Ça n'empêche. C'est-à-dire, si on n'a pas atteint notre objectif à un moment donné, la date à laquelle on a défini qu'il doit être fait, ce n'est pas très grave. Il suffit de déplacer la date.
Mais c'est important de quand même la fixer à un moment donné. Je regarde les commentaires. Il y a plus de commentaires aujourd'hui sur Facebook que sur Instagram, clairement. On pense que c'est clair quand on a le projet, mais plus on avance et plus c'est nébuleux. Exactement, exactement. C'est pour ça que c'est extrêmement important de fixer vraiment les objectifs clairs tout le long, pas qu'au début, mais tout le long, c'est-à-dire se poser par exemple, je ne sais pas moi, tous les lundis et se fixer l'objectif de la semaine suivante. Se poser en début du mois et se fixer l'objectif du mois ou l'objectif du mois suivant à la fin du mois. Se poser au mois de décembre et se dire, bon, cette année, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je veux faire l'année suivante? Pour quelle date? Quel est mon cap? Qu'on peut évidemment changer en fonction de l'activité, en fonction de nos envies, en fonction des clients, en fonction de tout un tas de choses. Mais le fixer à un moment donné, pour moi, c'est extrêmement important. On arrive à l'erreur numéro 8. Pour moi, c'est l'erreur numéro 8 et j'en parle, je pense, dans quasiment tous mes lives. C'est l'erreur que font un certain nombre de mes collègues, même coachs, de mes collègues entrepreneuses. C'est en fait ne pas s'entourer de collègues, des personnes, collègues, quand je dis collègues, c'est entrepreneurs. On croit parfois, ou très souvent, qu'en s'entourant juste de notre famille et de nos amis, ça nous suffira pour avancer dans notre entreprise. C'est pour moi une erreur et qui se paye cher. Pourquoi c'est une erreur? Parce que on a des problématiques d'entrepreneurs, on a des problématiques d'entreprise, on a des problématiques techniques. On vit notre entreprise en fait au quotidien. Et on ne peut pas compter sur une personne qui juste partage notre vie en tant que notre mari, par exemple, ou nos enfants, ou notre frère, ou notre maman, pour qu'elle nous aide dans nos problématiques d'entrepreneur. Ils ne sont pas faits pour ça. Ce n'est pas leur rôle. C'est pareil, demander aux amis, par exemple, on peut leur demander les avis, mais si ce n'est pas notre cible, on n'aura même pas un retour pertinent, je dirais. Donc en fait, s'entourer uniquement de notre famille, de nos amis, ça nous avance, enfin ça nous soutient bien sûr au quotidien, ça c'est évident, mais ça ne suffit pas pour avancer dans nos problématiques d'entreprise. C'est pour ça que moi, franchement, le secret que j'ai, c'est de s'entourer d'entrepreneurs, non pas juste de famille, des amis, mais famille, amis, c'est possible, entrepreneurs en plus. Euh, pour ça, un tas de moyens existent, les associations, les groupes Facebook, les associations aussi bien locales que virtuelles sur Internet, des plateformes, les clubs de tout genre. Aujourd'hui, tout est passé, enfin, malgré le confinement, tout est aujourd'hui possible sur Internet, tout est possible à visio. C'est absolument vital de pouvoir poser ces questions à quelqu'un qui pourrait comprendre déjà les problématiques et du coup nous aider, répondre ou en tout cas soutenir. Sans ça, les conséquences, c'est on plonge en fait. On est vraiment isolé, on n'a aucun soutien, on ne sait pas si on fait bien, on n'a aucun retour, on n'a aucun feedback, enfin, c'est catastrophique. Et c'est ici aussi que je place les coachs et tout ce qui est aide par les spécialistes. Avoir un coach, avoir un psy aussi, avoir un thérapeute qui, en plus d'être entrepreneur, parce que forcément ils sont à leur compte, c'est aussi une aide de spécialiste, ça peut nous propulser. Encore une fois, même les coachs ont des coachs. Pourquoi? Parce que malheureusement, on ne peut pas, ou très rarement, régler nos problèmes nous-mêmes. On a beau être coach, on a beau avoir en théorie une vision sur les autres et à pouvoir les aider et les accompagner, même en ayant toutes les méthodes, on ne peut pas s'auto-coacher en fait. On peut, mais ça a vraiment ses limites.
Donc même les coachs, par exemple, ont des coachs enfin pas très régulièrement, mais normalement c'est une pratique obligatoire. Avoir un coach pour se faire coacher et avoir un superviseur pour superviser la pratique du coaching, pratique professionnelle, aider avec les clients, aider à comprendre les problématiques clients. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, d'entourage? Mais ça, je pense qu'on en a parlé déjà maintes fois, je l'ai mis dans l'erreur des entrepreneuses, parce que je vois qu'il y en a encore beaucoup quand je fais la promotion de femmes des territoires. Ils me disent, ah bah, j'ai déjà ma famille, j'ai mon mari qui va m'aider, j'ai mon frère qui connaît par exemple tout ce qui est administratif ou comptable, il va m'aider. Et puis ils ne comprennent pas en fait qu'il y aura d'autres problématiques, il y aura d'autres soucis, et ils auront de toute façon besoin d'aide, de soutien des collègues. Collègues, pas forcément dans le domaine, mais collègues entrepreneurs, enfin entrepreneurs ou entrepreneuses, pour avancer. 9e erreur, et j'adore celle-là. Quand je l'ai écrit, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement... ça a été vraiment joyeux pour moi de l'écrire. C'est ne pas faire d'erreur, en fait. Vraie erreur, celle que je vois, c'est ne pas se lancer. C'est avoir très peur de faire des erreurs, ne pas agir, ne pas faire toutes ces erreurs-là, en fait, celles que j'ai, les 8 que j'avais énumérées, c'est aussi une erreur. Ne pas expérimenter finalement. Ça, c'est vraiment mon kiff dans le sens où je suis persuadée que plus on fait d'erreurs et plus on avance finalement. Pourquoi on essaye, ah, c'est marrant, ça me fait de l'émotion. Pourquoi on essaye de ne pas faire des erreurs? Pourquoi on fait cette erreur, ne pas faire d'erreurs? C'est facile, c'est évident pourquoi on essaye. Parce que pour nous, l'erreur, c'est l'échec. Parce que on est parfois peut-être perfectionniste, ou soit fort, encore une fois, hein, parce qu'on a peur du regard des autres. Surtout quand on crée notre entreprise, on se doit montrer qu'on est capable. J'ai ma collègue coach, pas plus tard que la semaine dernière, disait, j'ai toujours peur de parler de mes difficultés, de mes problématiques à ma famille, parce que pour moi, je dois être parfaite. J'ai lancé ma boîte, donc je dois être à un certain niveau. Et du coup, j'ai très peur de faire des erreurs. Qu'est-ce qu'ils diront? Et si je me ratatine? Encore, on revient aux mêmes choses. Ici, on se pose des questions. Et du coup, on ne fait pas ces erreurs-là. Or, pour moi, l'erreur, c'est vraiment une expérience. On apprend en faisant les erreurs. On apprend de nos clients, on apprend de nos propres capacités, on apprend les techniques, on apprend qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre, on apprend sur le marché, enfin, comment fonctionne le marché. On apprend énormément de choses en faisant les erreurs, justement. Les conséquences de ne pas faire des erreurs, c'est la procrastination, la peur d'agir, les manques d'originalité, parce que du coup, on suit les autres comme les autres font, puisque on pense que c'est pas faire d'erreur que suivre les autres qui ont réussi. Donc forcément, du coup, on manque de quelque chose d'unique, hein, on n'a pas cette impression d'être unique. Qui a peur là? Qui a peur de faire des erreurs parmi ceux qui me regardent? C'est intéressant pour moi. J'avais très peur, très peur de faire des erreurs. Très longtemps aussi. Vraiment. Et là, en fait, je prends le plaisir de les faire presque, je dirais. Ça ne veut pas dire que ça ne me touche pas, mais ça veut dire que enfin, on peut passer ce cap et de jouer avec ça. Pour moi, ça devient presque un jeu de faire des erreurs. Et d'ailleurs, mon secret à moi, c'est de dire que je fais des tests. Je dis pas que je lance tel truc. Je dis pas que, par exemple, là, je prépare une nouvelle formation pour entrepreneuse. Je vais pas dire que ça va être un lancement. Je vais dire que je vais faire un test. Disant que je vais faire un test, ça me permet, à moi, perfectionniste, de me dire, j'ai droit à l'erreur. Parce que, par définition, un test, ça peut être raté. On teste et puis finalement ça marche pas. Pourquoi pas?
pourquoi pas, c'est aussi une information, ça permet ensuite d'aller plus loin. Mais si on ne le fait pas, si on a peur de faire l'erreur, on n'aura jamais cette information nécessaire pour avancer. Jamais, jamais, jamais. Dans aucun livre, on nous expliquera exactement comment notre entreprise peut fonctionner. Jamais. Parce que c'est quelque chose qui est unique finalement, qui est lié à nous, qui est lié à nos clients. Donc en fait, sans faire d'erreur, bon, on n'apprendra jamais, on n'aura jamais l'expérience finalement. Donc pour moi, c'est la clé de l'entrepreneuriat d'ailleurs pour moi. C'est pour ça aussi que c'est dans mon programme que je suis en train de construire autour des 3 P. Je mets vraiment, je fais une part belle à l'apprentissage de faire des erreurs, en commençant par des petites erreurs qui ne sont pas importantes, qui n'ont finalement aucune conséquence. Exemple, publier un post sur Instagram, si on a 50 personnes qui nous suivent, c'est quoi comme conséquence? Rien. 50 personnes, c'est pas 10 000. Ou par exemple, d'écrire, enfin de faire une carte de visite. C'est quoi les peurs de faire l'erreur de rechanger sa carte de visite? Il y a très franchement aucune raison de ne pas faire cette erreur. Si la carte de visite qu'on crée ne nous plaît pas, on n'a qu'à la refaire. Donc l'erreur ne porte pas du tout aux conséquences. Bonjour à ceux qui me rejoignent. Donc, pour moi, c'est vraiment faire des erreurs, enfin plutôt ne pas faire des erreurs. C'est une erreur numéro 9 pour moi, une des plus drôles finalement. Et quand on apprend à s'épargner cette erreur, enfin, quand on commence à faire vraiment des erreurs, quand on commence à comprendre que faire des erreurs, ça ne peut que nous propulser, on avance très 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 vite. On avance très vite, on a beaucoup moins regard des autres, on perd pas le temps, on fait beaucoup moins de formation et finalement en fait on pose des questions, on se pose moins de questions et du coup pour moi c'est presque une clé. Déjà c'est une clé pour commencer à agir et c'est aussi une clé pour éviter en quelque sorte toutes les autres erreurs dont je vous ai parlé. Et oui, je ne vous ai pas dit le programme là autour de 3 P. Mes 3 P préférés, c'est peur, procrastination, perfectionnisme. Donc, moi, dans mes programmes pour entrepreneuses, on parle de ça. Clairement, ce sont les 3 choses pour moi qui bloquent tout. Et apprendre à faire des erreurs petit à petit débloque les 3 choses. Voilà. Est-ce que avoir peur de faire des erreurs, ça vous concerne? Isabelle écrit, on n'aime pas faire des erreurs. Ah, et Laurent écrit, les erreurs sont des formations. Oui, oui. Tu es mon coach business, donc je sais que c'est aussi, c'est à toi que je dois la formule, ou en tout cas la métaphore de l'escargot, qu'aujourd'hui je pratique à fond. C'est quand on fait quelque chose n'importe comment et on améliore en fait en faisant ces spirales d'escargot. Donc effectivement, mais toi tu es un entrepreneur avec plus de 15 ans maintenant d'expérience. Donc effectivement, on apprend que faire des erreurs, c'est libérateur finalement aussi. À partir du moment où on le pratique régulièrement, on a beaucoup moins peur. C'est ça qui est bizarre. C'est comme si on apprenait à marcher. Donc en apprenant à faire des erreurs, finalement, on en fait de plus en plus, peut-être, mais on n'a plus peur de les faire. Donc ça ne nous arrête plus, on ne se pose plus les questions, on ne rumine beaucoup moins et en aucun cas, notre confiance en moi baisse. Je dirais que même au contraire, plus on fait d'erreurs, plus du coup on fait de tests, plus on a une vision claire et plus finalement on avance et plus on a confiance en nous. Donc ça c'est quelque chose, c'est là-dessus que je voulais moi finir 19h13, finir le sujet moi personnellement. Donc si tout ça, les erreurs, ça vous concerne, si vous voulez échanger, si vous pensez que je peux vous être utile,
N'hésitez pas à me contacter par message privé, enfin il y a plein de moyens différents. Je vous recevrai à une session diagnostique gratuite pour comprendre déjà quelles peuvent être vos problématiques et essayer de voir si je peux vous aider en coaching, en cours du groupe ou par une formation ou peut-être vous donner juste quelques éléments pratico-pratiques qui peuvent déjà décoincer les choses. Alors, est-ce que vous avez d'autres erreurs? Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Je ne sais pas si vous allez être prêt là à me répondre. Est-ce que vous avez d'autres erreurs que vous remarquez chez vos collègues ou chez vous-même que vous faites si vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse débutant? Ça m'intéresse drôlement. Et j'en ai peut-être oublié. Enfin, j'en ai écarté plusieurs, hein. J'en ai écarté plusieurs. Ça sera peut-être un sujet d'autres lives plus poussés, on va dire. Là, je voulais vraiment vous donner plutôt mon expérience et ma vision aujourd'hui de coach et d'entrepreneuse depuis de longues années par rapport aux erreurs qu'on fait toutes et tous, enfin ou presque tous et toutes, en début de notre parcours d'entrepreneuriat et qui, je pense, ça mérite des piqûres de rappel régulières, même pendant même si on a plusieurs années d'entrepreneuriat, pour pouvoir avancer plus sereinement, plus facilement, durablement, dans le plaisir, dans le kiff. Moi j'aime bien le mot kiff, donc ça c'est dans le kiff tous les jours, entreprendre avec plaisir et pas comme une galère qu'on traîne sur nos épaules. Ah, est-ce qu'il y a d'autres erreurs que vous pensez être des erreurs d'entrepreneurs, d'entrepreneuses débutants que j'aurais oubliées? Ou peut-être que vous avez des questions? J'attends quelques instants. J'attends quelques instants. Un silence. Mon grand problème, c'est d'être bavarde. Du coup, un silence, c'est pas mon fort. Je me permets de prendre une petite gorgée. Est-ce que vous en voyez d'autres, des erreurs? Bon. Ou sinon, est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a plu ce live? Est-ce que c'est un sujet qui a été intéressant pour vous? Très franchement, j'ai répondu à une personne qui a posé cette question sur mon Instagram quand j'avais demandé les sujets des lives. N'hésitez pas d'ailleurs à m'écrire en direct par tous les moyens pour me dire quelles sont concrètement les questions, les sujets qui peuvent vous être utiles. Si je suis en direct avec vous, là, c'est pas pour raconter forcément ce qui m'intéresse moi, c'est pour aussi essayer de vous aider au maximum. Si je peux partager des idées ou des pensées ou des expériences, les miennes ou mes clients ou mes prospects ou mes collègues, ça sera avec un grand plaisir. Alors je vois Isabelle dit oui merci. Bon, je comprends que c'est une réponse à l'utilité de la chose. Ok, super, génial, intéressant, merci. Bon, bah super. Je suis vraiment très contente si ça vous a, bon, en tout cas ouvert un peu les yeux sur, donner un peu de conscience de ce qu'on peut éprouver ou les erreurs qu'on peut faire sans penser que ce sont des erreurs. Parfois on ne se rend pas compte en étant en processus d'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que après avoir parcouru un petit chemin et derrière, je me rends compte que vraiment il y a des choses qui convergent, hein. Il y a des erreurs que tout le monde fait, ou presque tout le monde en fonction des caractères. Et on peut très franchement, je pense, les éviter. Ou en tout cas, comprendre que ce sont des erreurs et du coup essayer au moins de les éviter. Bon, et ben dans ce cas là-dessus, je vais terminer. Je vous souhaite un très bon fin de dimanche. Moi, je vais manger, c'est mon grand qui a cuisiné. Enfin, j'espère qu'il a cuisiné pendant ce temps-là. C'était Vesselina Malhomme, je suis coach d'action. Mon entreprise s'appelle Moi Heureuse. Je suis coach pour entrepreneuses en particulier et je les aide donc à passer à l'action en dépassant les peurs, la procrastination et le perfectionnisme. Je vous attends sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, par message privé,
Avec plaisir. À bientôt.